Pour commencer, Jean-Philippe Falabel, du pôle numérique, c'est ça ? Moulin Digital, ouais. Qui va être notre animateur de ce soir. Et puis Nathalie Lignaison qui va nous dire un petit mot avant de commencer. Et ensuite, ça sera le tour de Jean-Philippe. Voilà. Merci Nathalie, maire de Bourg-Péage. Merci beaucoup Thierry. Mesdames et messieurs, eh bien écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Thierry, le président et fondateur de Social Grim, a eu la gentillesse de me convier à cette conférence et j'ai tout de suite dit oui parce que nous avons avec Thierry instauré depuis quelques années des liens de confiance qui se sont noués entre lui, donc le chef d'entreprise basé à Bourg-de-Péage, et c'est une fierté pour Bourg-de-Péage, et moi-même le maire de cette commune. Thierry a eu l'idée de créer Social Dream lorsqu'il est venu sur le stand de la ville de Bourg-de-Péage lors de la foire du Dauphiné en 2017. Beaucoup de chemin parcouru depuis. Et il a pu constater tout le succès et le potentiel de ces vidéos 360 degrés et virtuelles, interactives, auprès des personnes qui étaient fragiles, notamment les seniors. Lorsque j'avais fait appel à ces services pour venir sur ce stand, j'avais pour objectif de mettre en valeur une entreprise péageoise innovante qui proposait donc le virtuel à 360 degrés. Et je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là que ça allait déboucher sur ce projet aussi ambitieux et porteur que celui qui va nous être présenté ce soir. Et je peux vraiment vous dire que Thierry et Social Dream ont parcouru beaucoup de chemin, le projet a mûri et aujourd'hui on va voir quelque chose qui a beaucoup évolué depuis ces premiers jours. Cette conférence marque une étape essentielle dans le développement de ce concept, qui est un concept à mon sens fort, original et qui est devenu une réalité. Et je ne peux que me féliciter de voir autant de praticiens, de spécialistes, de professionnels de la santé réunis ce soir ou réunis autour de ce projet et convaincus du bien fondé de ce nouvel outil. Alors je ne m'aventurerai pas sur le champ de compétences qui est le vôtre et qui n'est pas le mien, mais il est certain que Social Dream répond à de vrais besoins. Et on va pouvoir explorer là tout son potentiel et les diverses applications sur lesquelles on va pouvoir aller. Ce nouveau support a déjà été expérimenté avec succès par certains d'entre vous et dans des contextes différents, et vous allez pouvoir témoigner de cela et je vais pouvoir moi-même me nourrir de tout cela puisque je vais rester jusqu'à la fin de la conférence. Cette possibilité d'immersion dans le monde virtuel ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour les personnes âgées. Et là, c'est mon volet à moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que maire de Bourg-de-Péage, âgées, isolées ou hospitalisées ou face à la maladie. Et là, c'est ce qui va être développé ce soir. À Bourg-de-Péage, nous avons pu tester cette technologie dans un cadre non médical, au sein de notre accueil de jour ou lors de notre salon à tout âge qui a encore eu lieu il y a une quinzaine de jours et où Thierry était présent. Et le succès ne se dément pas. Contrairement à certaines idées reçues, nous avons pu voir avec quelle facilité les seniors se sont tout de suite familiarisés avec cette technologie et se sont appropriés cette technologie. Voilà, donc je finirai peut-être sur quelque chose d'un peu plus philosophique. La technologie peut être la pire ou la meilleure des choses. Lorsqu'elle se met au service des plus fragiles, lorsqu'elle permet de rompre avec l'isolement, lorsqu'elle permet de s'évader, de stimuler les fonctions cognitives,
de soulager certaines douleurs, alors on peut partir du principe que c'est plutôt quelque chose de positif. Et bien, en tout cas, moi je fais partie des premières et de celles qui continuent à encourager, à accompagner Social Dream, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel, je le répète. Donc tous mes vœux de réussite à Social Dream. Je suis certaine que vos échanges et les retours d'expérience que nous allons pouvoir partager ce soir, eh bien, seront enrichissantes et constructives. Voilà. Donc, très bonne soirée et puis merci encore pour votre accueil. Et qui accompagne la transition digitale des acteurs du territoire, entreprises, organisations, associations, collégiens, retraités, peu importe, les acteurs du territoire, à l'utilisation du numérique dans leur quotidien. On fait plein de choses et notamment on a fait un truc rigolo qui s'appelle des sessions d'innovation ouverte sur le thème « Comment le numérique peut aider à participer au maintien à domicile ». C'est un thème assez générique et on a eu plein de problèmes posés par des structures qui sont venues nous dire « On est sûr que le numérique peut nous aider, mais on ne sait pas comment ». Et en face, on a mobilisé des startups, c'est un gros mot, mais des personnes du numérique, des spécialistes, qui sont venus réfléchir avec nous sur les solutions. Et dans les solutions, effectivement, peut-être que la réalité virtuelle peut être une des solutions dans ce maintien à domicile, entre autres. On va essayer ce soir d'en aborder différentes facettes. On va faire ça en forme de table ronde, donc on va laisser la parole aux personnes. Moi, je vais jouer le rôle un petit peu d'animateur, presque de candide, parce que ce n'est pas mon domaine du tout, certes le côté numérique, mais pas forcément ce sujet-là. Et du coup, j'ai une première question, parce qu'on parle... Cet après-midi, j'étais au Drôme Digital Days, un salon du numérique à Valence, là, avec des industriels qui disent que le numérique, c'est fort pour eux, et que la réalité virtuelle, c'est un outil de travail pour eux, pour des opérateurs sur la maintenance, etc. Donc finalement, cet outil-là peut être déployé dans différents sujets. Et sur ce sujet de ce soir, déjà, c'est quoi la réalité virtuelle? On parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Qu'on soit tous d'accord sur le sujet, peut-être Thierry d'abord définir ce que c'est que la réalité virtuelle. Alors oui, effectivement, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Un exemple tout simple, la réalité augmentée, c'est je vous mets des lunettes et je vous fais apparaître un éléphant dans la pièce. Voilà. Vous êtes dans un univers, vous n'allez pas changer d'univers, mais je vais vous faire apparaître des choses que vous ne pouvez pas voir. Voilà. C'est des choses qui sont construites en 3D, qui vont apparaître. La réalité virtuelle, c'est tout autre chose. Là, on est dans un univers qui est complètement artificiel, monté, avec des lunettes un peu spéciales que vous pourrez essayer tout à l'heure. Et il y a encore autre chose par rapport à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, en général, on en parle pour des choses en industrie, des choses, le serious game. Beaucoup de jeunes jouent avec enfin pas que les jeunes d'ailleurs. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, c'est plutôt de l'immersion. C'est de la vidéo que je passe dans un casque de la réalité virtuelle et ça devient de la vidéo immersive. Donc c'est pas encore de la vraie réalité virtuelle. C'est un petit peu la différence entre la réalité virtuelle et l'immersion. Ce soir, vous serez en immersion. Alors peut-être que chacun puisse se présenter rapidement, on n'a pas un temps très long, avant que je puisse vous interpeller sur vos sujets. Bonjour à tous, donc moi c'est Mégane Aubrio et je suis en 4e année d'études à l'école de kinésithérapie de Grenoble et j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur la réalité virtuelle en collaboration avec Thierry. Alors Céline Jérôme, je suis ergothérapeute au SSR de la Clinique Générale depuis 5 ans et du coup j'ai pu participer à l'essai qui a été fait au SSR le 8 mars avec des patients du SSR. Bonsoir. Yves Rimet, je suis tout d'abord France Alzheimer et à ce niveau-là, je suis animateur coordinateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi secrétaire de la recherche et du fonds de dotation national. Et j'ai œuvré pendant 10 ans France Alzheimer Drôme, mais je suis aussi représentant des usagers.
J'ai un peu présenté, donc Thierry Grécourt, président de l'association, président fondateur. Première question peut-être pour vous, du coup. Vous êtes président de France Alzheimer, représentant de France Alzheimer. La réalité virtuelle et l'Alzheimer, c'est quoi le lien? Comment on peut faire le lien entre ces deux sujets? Alors, je pense que le lien nous paraît, parce que nous accompagnons sur ce département, pour ne parler que du département de la Drôme, environ 200 personnes dans nos haltes relais qui viennent de 1 à 2 fois semaine. Donc ce public que nous connaissons bien maintenant, puisqu'il y a eu un développement de ces haltes relais depuis 2009, donc la Drôme était largement précurseur, je dirais, dans l'accompagnement des personnes malades. Sachant que pour bien repositionner les choses, France Alzheimer a jusqu'en 2015 essentiellement accompagné les aidants. Et donc, depuis 2009 en Drôme et depuis 2015 sur le plan national, nous nous sommes tournés également vers les personnes malades. C'est un virage relativement important pour notre association. Donc, du coup, on s'est aperçu que nos personnes sont des personnes tout à fait normales, elles sont simplement malades. Du coup, on s'aperçoit d'ailleurs que de ne pas les considérer comme des personnes à part entière, c'est aussi la plupart du temps faire à leur place et d'une manière inconsciente, le proche aidant se retrouve à annihiler tout doucement les capacités de la personne. Donc c'est déjà un premier point qui nous permet, en utilisant ces nouvelles techniques, je dirais, ou ces nouveaux projets en tout cas, de pouvoir redonner de la liberté, de pouvoir redonner à la personne malade la capacité de faire des choix, la capacité de vivre des émotions qui sont toujours des mémoires relativement faciles, je dirais, presque jusqu'au stade sévère de la maladie, à mettre en action. Et ces émotions sont la plupart du temps bénéfiques pour peu qu'elles ne soient pas subies, mais qu'elles soient bien un choix de la personne. Donc on verra peut-être dans les limites de tout système, parce que je crois que Madame le maire signalait tout à l'heure que ça peut être la pire des choses, effectivement, la mise en échec d'un malade de type Alzheimer est vraiment une catastrophe, et on sait comment ça se traduit. Donc pour nous, c'est véritablement un outil qui dépasse en fait les capacités du proche aidant ou de la personne qui accompagne pour aller sur un autre horizon qu'aujourd'hui on n'était pas en capacité de développer. Alors comment l'outil de l'immersion, lancer le mot émotion, comment un outil d'immersion peut faire vivre des émotions? Alors justement, si on s'adresse soit à des émotions qui ont été vécues par le passé, parce que les personnes aiment aller faire des promenades en forêt, elles vont être attirées et faire ce choix. Ça suppose également d'avoir un choix et un panel de choix suffisamment large. Ça fera partie des contraintes qu'on pourra développer tout à l'heure. Si elles ont envie d'aller à la pêche, parce que c'était leur passion, leur hobby, immédiatement, elles vont revivre des émotions qu'elles n'étaient plus en capacité d'aller peut-être même solliciter. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des accès à ces mémoires qui sont quand même plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles. Donc le fait de se retrouver en immersion fait à nouveau en sorte que on ne va pas faire là trop de techniques et j'en suis incapable, je ne suis pas chercheur non plus, même si les événements et les suivis, les mises en place des 50 programmes systématiques que France Alzheimer accompagne chaque année en termes de recherche, nous ont obligés à aller un petit peu, nous aussi, faire quelques progrès dans les connaissances et de mieux comprendre comment et pourquoi les personnes malades réagissent de cette manière ou d'une autre. Je comprends bien, vous faites appel finalement à l'éminiscence de ce que la personne a pu vivre, et ou professionnellement ou personnellement dans son parcours de vie, véhiculer et faire remonter les émotions. Ou éventuellement un choix pur et dur que la personne pourrait faire parce qu'elle avait depuis toujours une attirance vers quelque chose, même si elle ne l'a pas vécu, elle peut vivre aussi des émotions. On se rend compte que les personnes, quand on les accompagne même de manière individuelle,
et qui vit un moment, je dirais, plus passionnant, se retrouve impacté pendant une demi-journée, pendant une journée, et souvent sans avoir forcément d'explication. C'est tout simplement parce qu'on a partagé un moment heureux, un moment où on a bien vécu, où on a retrouvé des liens. Alors, il y a l'autre aspect aussi de ces techniques qui doivent être absolument accompagnées par une personne, que cette personne soit suffisamment formée. Et du coup, c'est aussi la création d'un lien, à nouveau, en plus de ce que l'on va vivre de par l'imagerie, de par tout ce qui va être projeté et accessible, il y aura aussi un partage de dimension humaine qui est souvent excessivement important, et on le sait bien que c'est l'un des meilleurs freins à l'évolution des symptômes. On parlait de réminiscence, on est en plein dans le sujet. Donc cette année, on est en discussion d'ailleurs avec Yves sur le sujet, mais pas seulement, on est en discussion avec plusieurs hôpitaux pour monter justement un programme de recherche purement sur la réminiscence et la réalité virtuelle. Aujourd'hui, moi j'ai eu des effets bluffants. Yves a assisté à un bon péage d'ailleurs, où effectivement on arrive à faire ressurgir des mémoires qui sont endormies. Mais ça, aujourd'hui, c'est des choses que je veux prouver. Donc on est en train de monter un programme, et notamment ça va passer par l'embauche d'une doctorante au mois de septembre, Social Green, qui va s'occuper des émotions, de la réminiscence, tout ce qui ça provoque. Je viens intervenir aussi parce que du coup, dans le SSR de la clinique générale, on a beaucoup de patients au profil différent. On a des patientes actuellement qui ont des troubles du comportement, qui appellent à l'aide. Et c'est vrai que du coup, les soignants ont fait ce qu'on peut pour essayer d'apaiser les patientes, pour libérer un peu leurs angoisses. On peut peut-être imaginer qu'un accompagnement avec la réalité virtuelle sur des voyages ou quelque chose qui leur tient à cœur peut peut-être favoriser l'échange et donc du coup limiter ces troubles du comportement qui pénalisent à la fois les soignants et à la fois les autres patients. Voilà. Je ne sais pas du coup si ça a été testé dans des cliniques ou hôpitaux, voilà, sur des troubles du comportement, je parle. Voilà. En fait, c'est à la fois effectivement véhiculer des bonnes émotions et aussi limiter du niveau de stress, finalement. Alors moi, par rapport à l'expérience que j'ai quand même mis mon casque sur peut-être un bon millier de personnes, je pense. Donc effectivement, j'ai vu des gens de toutes catégories, des malades, des pas malades, des gens simplement âgés, des enfants aussi. Pour moi, c'est comment dire, si le contenu correspond à la personne, si l'accompagnement est bien fait, on peut faire un tas de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de prouvé. Avec la réalité virtuelle, il y a des choses de prouver, mais dans des univers artificiels, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est très peu d'univers imaginaires, c'est beaucoup d'images de la vie. Donc aujourd'hui, même quand on travaille, on parle de rééducation, on en parlait tout à l'heure, ou des mouvements, etc. Notre objectif, c'est pas de les mettre dans un univers artificiel, ça c'est le plus simple. Il suffit de mettre une batterie de développeur. C'est ça, l'image de synthèse. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir faire apparaître des personnes dans la vidéo, dans diverses manières. Complètement. C'est d'ailleurs, Megan, c'est pour faire la transition, mais Megan a pu assister à un truc qu'on a fait très rapidement, mais l'objectif à terme, c'était de le rendre beaucoup plus réel. Megan, là on parlait d'émotions, là on va parler plus de côté physique. Je crois que vous avez fait quelques expérimentations sur ce sujet. Oui, alors du coup moi j'avais un mémoire de fin d'études à écrire et je m'étais intéressée à la réalité virtuelle et donc dans le cadre de mon mémoire avec Thierry on a réfléchi à une vidéo interactive qui pourrait permettre de travailler l'équilibre des personnes et on a du coup défini un cahier des charges d'une bonne vidéo qui pourrait faire bien travailler l'équilibre des personnes et on a créé une vidéo interactive qui se passe dans un centre commercial.
donc pour replonger une personne dans une de ses activités de la vie quotidienne. Donc moi, par rapport à la kinésithérapie, je suis partie sur des patients à risque de chute et qui du coup auraient des problèmes d'équilibre liés à l'oreille interne et aux récepteurs articulaires. Et du coup, ce que je trouvais intéressant dans la réalité virtuelle, c'est ce qui s'est déjà fait dans certaines études pour les rééducations vestibulaires, c'est perturber les afférences visuelles, donc le champ visuel, pour restimuler les autres récepteurs de l'équilibre. Voilà, donc on a fait une expérience avec une patiente qui avait des troubles de l'équilibre et des troubles de la marche et qui a fait donc le passage dans cette allée du centre commercial et qui a passé une marche, qui a évité un tabouret, qui a ramassé une pomme dans un étalage, qui l'a mis dans son panier, tout ça. Le tout avec un casque. Le tout avec le casque de réalité virtuelle, avec bien sûr Thierry, moi-même et d'autres intervenants qui assuraient la patiente, parce que bien sûr il faut qu'il y ait quelqu'un. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure et je pense que c'est un point important. C'est pas quelque chose qu'on va laisser aux gens et qu'on va les laisser se débrouiller avec. C'est vraiment c'est une équipe. C'est curieux ça, parce que du coup, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de gens qui ont des casques de réalité virtuelle et qui jouent à des jeux et qui tombent. Parce que du coup, on a l'impression que par ces casques-là, on perd l'équilibre justement. Et vous dites que c'est l'inverse, en fait, vous arrivez à retravailler sur l'équilibre avec un casque de réalité. En fait, c'est ce qui se passe quand les gens tombent, c'est que leur champ visuel est perturbé et du coup, c'est un peu, comment faire un parallèle. Souvent, la nuit, quand il y a des flashs lumineux ou ce genre de choses, on est ébloui, notre champ visuel est perturbé et on peut avoir des pertes d'équilibre. C'est ce qui peut arriver aux personnes âgées avec les phares des voitures ou ce genre de choses. Et du coup, c'est ce qui pourrait être intéressant avec la réalité virtuelle de travailler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des vertiges. Les gens qui ont qui ont des vertiges avec le tout. La réalité virtuelle est utilisée dans la rééducation des vertiges, tout ça. Tout dépend du contenu. Quand on fait du jeu, on ne prend pas ces précautions. Les réalisateurs de jeux ne prennent pas la précaution de prendre en compte la personne qui va être derrière, qui va potentiellement manquer un peu d'équilibre ou qui va être un peu nausée, qui peut prendre des nausées rapidement, c'est pas le but du jeu, quoi. Donc là, c'est vraiment du jeu. Nous, ce qu'on a réalisé, on a pris en compte tout ce qui des problèmes cognitifs, des consignes cognitives en marchant, des lumières qui s'allumaient, etc. Mais tout ça, c'était géré. C'était dans un espace qui était confiné et on pouvait le gérer parfaitement. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Soit c'est pour s'amuser, pour faire peur, pour faire un tas de choses, soit c'est pour le rendre vraiment thérapeutique. Concrètement, ça veut dire que la personne avec ce casque de réalité virtuelle, elle a en face, dans ses images, des images qui sont en 3D, en 2D. Là, c'était de la 3D. C'était de la 3D purement, on a fait ça en 6 semaines, c'était une preuve de concept. Je vois des rayons à côté de elle avait des rayons, avec des canettes de coca, des pommes, etc. Et Nathalie a essayé d'ailleurs. Et puis il y avait une marche au fond du magasin. Cette marche, cette personne nous était envoyée par l'INSERM. C'est une personne qui avait une maladie rare, apparentée à Parkinson ou à la sclérose en plaques. Enfin, c'était un peu un mélange des deux, une maladie compliquée. Et cette personne ne peut plus monter un trottoir dans la vraie vie. Donc nous, on avait ce qu'on appelle un peu le super-réalisme, l'hyper-réalisme. Et du coup, on avait les objets de la vidéo existaient vraiment dans la pièce, dans l'environnement. Donc il y avait une vraie marche, il y avait une vraie chaise, il y avait une petite table au milieu que quand elle passait, si elle touchait avec sa jambe, elle sentait la petite table. Du coup, ça permettait d'être encore plus dans la réalité. Elle a été traquée, cette personne, donc elle se voyait dans la vidéo. Et elle pouvait voir ses mouvements à l'instant T et déambuler. Et ce qui s'est passé chez elle, que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, mais que j'espère bien expliquer un jour, c'est qu'elle nous a dit, en rentrant dans un corps dit sain, parce qu'elle voyait son corps, un nouveau corps, elle est rentrée dans une nouvelle personne, par le défi, par la motivation, le défi de réaliser l'exercice, elle a réussi à prendre plusieurs fois les marches. Et puis ça devenait un jeu, et voilà, ça a débloqué des choses qui ne se débloquent pas dans la vraie vie corporelle. Voilà. Du coup, Socialteam, là-dessus, c'est un fournisseur de contenu qui
va pouvoir déployer un maximum de contenu selon les pathologies ou les symptômes ou la difficulté ou les... C'est exactement ça. En fait, on veut pouvoir faire des contenus à la carte. Donc, je sais pas, on a besoin de bouger le bras, c'est peut-être empiler deux gobelets les uns sur les autres. On ne veut pas faire des choses sur l'étagère, comme quelques-uns de nos potentiels concurrents font. Ils louent des contenus, et c'est les mêmes pour tout le monde. Mais en fait, moi je pense, enfin c'est ma franche pensée, et puis en ayant discuté avec beaucoup de médecins, thérapeutes, etc., chacun a envie d'y mettre un petit peu de soi-même, de ce qu'il croit, pour soigner les gens. Et du coup, en laissant la possibilité aux thérapeutes, aux médecins, de mettre un peu son esprit soignant à l'intérieur de ces vidéos, ça la rend doublement plus efficace, quoi, pour moi. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Thierry, des vidéos personnalisées, on pourrait penser aussi à les filmer chez les gens. Par exemple, des patients qui sont hospitalisés en SSR et on pense faire un retour à domicile ou quelque chose, les filmer chez eux, essayer de faire la rééducation dans le contexte, dans leur environnement. Et ça pourrait être un axe de développement. Et je pense que les ergothérapeutes sont plus à même de faire ça que moi. Du coup, ça veut dire que vous faire une rééducation ou apprentissage, vous pouvez aussi travailler là-dessus. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'ergothérapeute, on travaille sur la personne, les activités et l'environnement. Donc, c'est vrai que quand on a appris qu'il allait y avoir un essai de réalité virtuelle au SSR, enfin, tous les rééducateurs, que ce soit les psychomotriciennes, les kinés, ou même les ergos, même encore les médecins aussi, c'est vrai que ça nous a ouvert un peu l'esprit vers un outil qu'on n'a pas encore et qui peut nous permettre d'atteindre des objectifs qu'on n'arrive pas forcément à atteindre avec des objectifs concrets. C'est vrai que la réalité virtuelle, en fait, pour l'avoir testé sur du tennis, on ne se rend pas compte du mouvement qu'on fait. On est dans le jeu, on est dans l'objectif à atteindre, et finalement, de lever son bras pour aller attraper la balle, on ne se rend pas compte qu'on montre le membre supérieur aussi haut, qu'on fait le mouvement aussi rapide. Quand on est sur un exercice classique, où là, la personne, elle a le regard sur son bras, du coup, elle va être dans l'appréhension de la douleur, elle va être tiens, est-ce que je fais le geste correctement? Alors que quand on est dans l'immersion du jeu, le mouvement, on s'en moque en fait. On se prend au jeu, on va vers l'objectif, et c'est vrai que c'est en ça que la réalité virtuelle peut être un outil. Je pense notamment à tout ce qui est rééducation au niveau de l'épaule. En fait, c'est vrai qu'au SSR, on a une population très variée, et du coup, on se pose des questions avec quelle pathologie on peut intégrer la réalité virtuelle. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des troubles du comportement, là, je parle de la traumatologie, et puis aussi, on a parlé avec mes collègues de tout ce qui est pathologie neurologique, comme les AVC, où là, actuellement, on a une thérapie qu'on utilise, la thérapie par miroir, qui en fait permet de leurrer le cerveau, de se dire qu'en fait le membre hémiplégique bouge, alors qu'en fait la personne fait bouger son membre subsain, et donc par contrôle visuel, elle a l'impression que son membre hémiplégique bouge. Et la réalité virtuelle pourrait éventuellement être un autre outil, parce que je prends bien ça en compte, que c'est un outil, que c'est pas... ça marchera pas pour tout le monde, c'est à modérer, mais peut-être que pour la rééducation des hémiplégiques, ça peut aussi être un outil favorable en trompant le cerveau, en faisant bouger le membre hémiplégique, et du coup la personne va dire tiens, mon membre, ma main bouge, c'est magique, ma main bouge, et du coup on réactive les canaux moteurs en fait. Donc c'est vrai que, pour l'instant, c'est vrai qu'on a pu utiliser, je parle d'activité parce que je suis ergothérapeute, mais on a pu utiliser l'activité tennis, mais on peut très bien imaginer avec des objectifs beaucoup plus simples, comme ouvrir une bouteille d'eau, ou des choses, par exemple, aussi au niveau de la mémoire, tout ce qui est fonction supérieure.
C'est vrai que dans un environnement, dans les salles d'ergothérapie, on a déjà beaucoup de choses. Mais par exemple, de faire passer des images et de demander aux patients, tiens, qu'est-ce que vous avez vu là dans la vidéo, combien il y avait de voitures rouges, combien il y avait de pommes sur l'étagère. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses à travailler à travers cette activité-là. Voilà. Je retiens le mot ludique, le mot jeu. Finalement, c'est un des éléments qui va accélérer ou qui va favoriser l'intérêt. La motivation, en fait. Moi aussi, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui pourrait être intéressant. On est sur de la technologie, on peut enregistrer des données et ça pourrait être intéressant de voir l'évolution des patients, comme tu le disais, sur une élévation de bras ou quelque chose, voir si au fur et à mesure du jeu de tennis, est-ce que le patient arrive à lever de plus en plus haut au fur et à mesure des semaines. Nous, on avait pensé aussi à de l'analyse de la marche, car dans le cas de notre essai, la patiente elle avait des bracelets de cheville pour suivre ses mouvements de jambes. On pourrait faire de l'analyse de la marche. L'ordinateur il peut enregistrer des données de tracking des membres supérieurs et des membres inférieurs. Et ça, Thierry, sur une solution, c'est quelque chose que tu envisages de développer aussi, la partie de données? Alors la partie données, c'est quelque chose qu'on envisage aussi, parce qu'on veut instrumenter notre casque, mais pas seulement le casque. En fait, on veut déjà, si on parle juste d'évasion, on veut déjà pouvoir gérer mieux et voir ce qui se passe sous le casque. On peut imaginer que les gens, ils ont les yeux fermés. Donc moi, en les questionnant, comme je suis à côté, je les accompagne, je vois ce qu'ils voient dans le casque sur un écran. Donc je sais qu'ils n'ont pas les yeux fermés. Mais ils peuvent avoir des grosses émotions. Il y a des gens qui pleurent, de bonheur, mais ils pleurent. Et ça, on veut pouvoir le réguler aussi, ça. Donc il faut que j'ai des choses qui contrôlent le patient. Enfin, la personne, avant de parler de patient. Mais pas seulement. En fait, on veut aussi, donc on travaille sur un nouveau casque, plus ergonomique, plus hygiénique, avec une meilleure vision, et qui nous permettra d'instrumenter notre casque avec des capteurs pour aller vers du diagnostic. Aujourd'hui, il existe des solutions qui sont... C'est pas moi qui vais les inventer, hein. Je ne vais pas tout inventer, ça existe déjà. Donc il y a déjà des gens qui font ça, et aujourd'hui, moi ce que je me dis, c'est que en récupérant leur technologie, en partenariat, etc., instrumenter notre casque, ça devient autre chose qu'une consultation. Aujourd'hui, on sait détecter en amont des potentiels problèmes cognitifs avec simplement le traquage de la pupille, par exemple. Nous, en regardant nos vidéos, on pourrait très bien leur faire des exercices et puis aussi avoir certaines données qu'on donnera au médecin derrière pour aller faire du diagnostic. Ça deviendrait plus une consultation, on ne vient plus voir le docteur, on vient prendre de l'évasion et en même temps on récupère des données qui potentiellement peuvent leur servir plus tard. Je vais revenir juste sur une chose que Megan a parlé tout à l'heure, sur le tracking. Aujourd'hui, on a parlé de la marche sur la preuve de concept qu'on a fait. Aujourd'hui, on a un protocole qui est en route. Donc Megan n'a pas encore vu. Et là, on traque la personne complètement, des pieds à la tête. Les doigts, tout. Par les capteurs inertiels. Donc c'est une espèce de combinaison très facile à enfiler, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un vêtement, hein. C'est des harnais. Et on est en train de développer un protocole avec le CHU de Nice où on est en train de prouver que dans des univers plaisants, comme vous allez pouvoir voir après, hein, ça va être un chemin de forêt. Et la personne va se balader dans un chemin de forêt avec des petits oiseaux, des petits bruits de feuilles, etc. Et on veut prouver qu'avec dans des environnements plaisants, ludiques, etc., on peut aller vers du maintien d'autonomie, les faire marcher plus, etc., leur donner la motivation de faire plus d'exercices. C'est un premier protocole qui va se déboucher sur un programme de recherche en éducation, en activité physique adaptée à partir du mois de septembre, avec une doctorante aussi. Voilà. Oui, ce que je voulais dire dans le projet que porte Thierry, justement, c'est l'intérêt, c'est cette proximité, cette volonté de partage avec le monde médical, avec le monde de la recherche, de manière à bien étayer toutes les capacités que ces nouvelles technologies peuvent apporter. On s'aperçoit qu'on va travailler en trompant, quelque part, je crois que vous avez prononcé le mot, le cerveau, et qui va aller au-delà de ce que l'on peut obtenir, je dirais, par les techniques classiques. C'est aussi une capacité à aller
justement dans la réminiscence de choses que l'on aurait du mal à atteindre autrement. C'est aussi aller stimuler toute la plasticité du cerveau. C'est aller chercher également dans la réserve cognitive, beaucoup plus qu'on peut le faire avec nos moyens classiques. On s'aperçoit qu'on a énormément de pistes différentes. Effectivement, ça va demander tout un travail, toute une étude. Et ce qui est passionnant, justement, c'est cet aspect-là, et je dirais cette honnêteté-là. Parce qu'il existe effectivement déjà sur le marché un certain nombre d'outils, mais on sent bien que derrière, il y a quand même un aspect un tout petit peu mercantile, et que ces gens, dans la mesure où ils ont réalisé quelque chose, ils veulent en tirer un bénéfice immédiat. Et ce qui m'a toujours interrogé, c'est cette capacité, cette intelligence à se dire on va faire quelque chose pour les humains, avec les humains. Et ça, c'est une dimension qui m'importe. Je vais mettre une petite question un peu, pas négative, mais une question qui répond qui veut, mais mettre un casque, c'est quand même une contrainte. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre un casque, qui ne veulent pas mettre un casque, qui se sentent piégés, qui se sentent contraints, enfermés? On cherche à voyager, à aller chercher. Alors, moi, je peux répondre sur plein de cas différents. On parlait tout à l'heure des seniors, ça peut être des problèmes légers, enfin, problèmes cognitifs légers qu'on a pu tester aussi. Quand on parle d'accompagnement, c'est du début à la fin. C'est avant, pendant et après. Donc quand on arrive avec le casque, on ne met pas le casque tout de suite sur la tête. Je leur explique, voilà, quand on tourne la tête, vous voyez, si je tourne le casque, vous allez pouvoir voir le ciel, vous allez pouvoir regarder derrière vous. Il y a tout un tas de préparations en amont, et puis tout un tas de questions, de remise en confiance à la fin, parce que c'est pareil, on ne les fait pas chuter de la réalité, de l'immersion à la vraie vie comme ça. Et le fil conducteur, c'est vraiment l'accompagnement, c'est que pendant qu'ils sont en immersion, on continue à leur parler, on continue à leur tenir la main s'il faut. Et du coup, ils ne sont jamais complètement partis ailleurs. Ils sont toujours en lien avec la réalité. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Ah, pardon, c'est vrai que je veux bien parler des limites aussi. Marine et Sophie en parleront tout à l'heure aussi par rapport à l'expérience des patients testeurs. C'est vrai que nous, on a testé sur des patients aussi qui avaient un AVC, et du coup, ils étaient en difficulté par rapport aux exercices qu'on pouvait leur proposer, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important d'avoir un outil adapté. Voilà, et ça, du coup, c'est vrai qu'on a pu en discuter après, de savoir exactement les objectifs précis à atteindre. Après, par rapport à votre question sur le casque est une contrainte en plus, en fait, après quelques minutes, c'est assez rapide, on oublie le casque. En fait, c'est plus après. Une fois qu'on enlève le casque, on a toujours cette sensation d'être encore dans l'immersion. Et c'est ce temps-là qui est finalement plus long, je trouve, à récupérer. Voilà. Mais par contre, on en a parlé aussi, c'est vrai que c'est pas mettre les patients une demi-heure sous le casque. Voilà, ça serait sur des temps courts, sur des exercices précis, ou des voyages précis, limités dans la durée, pour pas non plus tomber dans l'addiction. En parlant de limites, je voudrais juste revenir sur le fait qu'on parle beaucoup des limites par rapport aux patients, mais je pense aussi qu'il y aura un travail à faire au niveau des professionnels qui utiliseront cette technologie, et qu'il y aura une formation à faire, mais après, pour avoir travaillé avec Thierry, l'installation, c'est pas quelque chose qui demande énormément de savoir-faire et tout ça. Et à terme, je pense que c'est une technologie qui va venir à se miniaturiser, à être plus transportable et à pouvoir être utilisée par tout un chacun. Et il ne faudra pas avoir peur d'aller vers les nouvelles technologies. Voilà. Qui se lance sur une première question? Par rapport aux gens, aux personnes âgées, est-ce qu'on peut avoir des films de leur famille? Est-ce que vous pouvez utiliser des films ou des petites vidéos et les transformer pour qu'ils puissent être en immersion? Est-ce que ça c'est possible, ou est-ce que ça peut exister pour aider les personnes
à se remémorer. Et voilà. Alors, ça, c'est très très compliqué. Après, c'est tout. Comment on fait un film? C'est pas un film classique avec le téléphone. Non, c'est pour ça, en fait, la technologie, c'est la 3D. Là, l'immersion, par exemple, c'est filmé en 360, c'est des caméras spécifiques qui filment une bulle. Quand on a filmé sa famille, c'est en 2D. Donc le seul moyen de revoir cette vidéo en immersion, c'est ce que certains font, hein, c'est qu'ils représentent une salle de cinéma avec un écran géant et ils vont vous remettre la vidéo des grands-parents que vous allez voir comme si vous étiez au cinéma, par contre vous êtes dans un autre cadre. Mais remapper, tout est possible, mais remapper, en fait, c'est récupérer on pourrait imaginer qu'on recrée un personnage et qu'on recolle les photos sur le personnage. Mais ça, c'est des techniques qui sont laborieuses, coûteuses, etc. C'est des choses qui se font dans le cinéma, mais qui ne sont pas abordables pour le commun des mortels, quoi. Voilà. Mais oui, de toute façon, ça pose un certain nombre de problèmes, d'abord sur la vie privée, déjà pour commencer. Ceci dit, vous avez entièrement raison, parce que moi, dans les contraintes, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis qu'il fallait avoir une bonne connaissance de l'histoire de vie de la personne. Parce que même si on est en interactivité avec elle, lorsqu'on visionne quelque chose, si on n'a pas l'histoire de vie de la personne, on peut faire de grosses bêtises et les mettre en échec. Et la mise en échec, c'est catastrophique. Donc, c'est un maître mot chez nous, par exemple. Toutes les personnes qui fréquentent nos lieux ont déposé, non pas plein de choses sur leur pathologie, c'est pas notre domaine, ni sur le plan médical, c'est pas notre domaine, mais sur leur histoire de vie. Et c'est avec ça qu'on vient les rechercher quand véritablement ils sont en difficulté. Donc, vous savez, ce genre d'expérience, on l'a vécu et revécu sans ces nouvelles techniques, mais ces nouvelles techniques ne vont pas enlever le ressenti de l'être humain quand on le met en défaut. Ouais, moi je suis étonné de... C'est très sympa de voir que le monde du digital a enfin envahi l'hôpital. J'ai l'impression qu'on a attendu ce sujet assez longtemps. Il y a eu beaucoup de méfiance. Alors c'était les salariés, c'était les docteurs, etc., etc. Et puis ça y est, on y est enfin. Donc voilà, bravo. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu des virages assez importants. Pourquoi c'est venu d'un coup? C'est une question que je me pose, alors qu'il y avait tant de freins. On avait l'impression qu'en parlant aux équipes, en parlant aux praticiens, en parlant à l'hôpital, d'une façon générale, il y avait énormément de freins. Internet, c'est marrant, c'est le seul lieu où il y a plus de questions sur la santé qu'il n'y a de réponses. C'est le seul secteur économique, quand on s'intéresse aux flux de data, sur lequel il y a plus de questions posées que de réponses énoncées. Donc ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait un blocage complet de par, évidemment, toutes les sociétés savantes où il faut valider 25 fois le processus sur 15 ans avant de pouvoir s'exprimer légitimement. Mais voilà, on a passé ce moment-là, et là on sent qu'il y a une appétence, il y a un flux qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement excitant. Alors, on va pas faire n'importe quoi, c'est pas le sujet. Et puis d'abord, l'autre sujet, ce sera comment est-ce qu'on va financer tout ça. Parce que je rappelle quand même que on a tous les ans un petit rabot tarifaire qui fait que il y a plein de jolies choses. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va financer tout ça, tous. Hein. Enfin, quand je parle de nous tous. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est parti. Donc nous, c'est vrai que tous les jours, on a des praticiens aujourd'hui qui sont en bloc avec des casques de 3D. Pour en avoir signé encore une colonne il n'y a pas longtemps sur un test. Les praticiens, c'était des urologues, me dire maintenant peut-être qu'on va être déstabilisé, etc., etc. Je pense que le test, ils ont été convaincus. Hein. Je ne sais pas si 15 minutes, Jérémy saurait mieux s'exprimer que moi, mais je pense qu'en 15 minutes, ils ont dit, mais attendez, c'est un truc complètement incroyable. Les jeunes, les vieux, enfin peu importe. De tests. Alors, bon voilà, donc, alors que
on est quand même sur une population qui pour être bon en chirurgie, il faut être sur des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'il faut faire ça 20 ans, le même geste, toute sa vie. C'est à peu près là où on est à peu près sûr d'être bien opéré. Si on fait un geste tous les 15 ans, fuyez, courez surtout. Mais donc, c'est vrai que les médecins nous disent, alors que c'est une révolution pour eux, mais votre truc c'est génial, il faut absolument la signer dans l'après-midi, mais au-delà de ça, c'est super. C'est super. Et je pense que, alors ça éloigne un peu du sujet dont on est en train de parler, mais les vraies questions, enfin les questions qui se posent là à nous tous les jours sur vieillissement de la population, maladies chroniques, déserts médicaux, je pense qu'on a une opportunité avec le digital incroyable. Je veux dire que toutes les communes prennent rendez-vous avec l'hôpital pour nous dire on a une idée géniale, on a fait une maison médicale, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de médecins qui viennent. Il faut leur dire que nous, déjà, on a beaucoup de mal. Ici, il y a 130 médecins. Il y a 8 cabinets de recrutement qui fonctionnent à temps plein pour chercher des médecins dans toute la France et dans toute l'Europe pour HPDA. Et on a du mal à trouver des médecins. Donc le sujet, il est mort. Par la démographie, par un certain nombre de changements de pratique, il est mort. Donc il ne faut pas faire comme ça. Il va falloir s'entourer de professionnels à minima, mais c'est évidemment illusoire de penser qu'on va repeupler la France et tous les villages français de médecins généralistes et spécialistes. Donc, on a des vrais débats là et c'est marrant parce que c'est les médecins qui viennent nous chercher là-dessus en disant bon, les déserts médicaux, le truc politique du désert médical, c'est bien gentil, mais allez, concrètement, comment est-ce qu'on sert le territoire? Comment est-ce qu'on sert la population? Moi, ça m'arrange parce que, personnellement, quand il y a 10 orthopédistes dans une maison, je ne suis pas sûr qu'en mettant 5 sur la même maison, ça va mieux travailler. Ils vont plus se taper dessus, ça c'est sûr. On va avoir plus d'ennuis, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Donc, par contre, d'organiser sur le maillage territorial qu'on connaît par cœur, les besoins sanitaires, ils sont connus, mais d'année en année, ils sont écrits. Donc, ils sont extrêmement précis, de savoir exactement où sont les besoins et que on puisse poser, après le sujet il est quoi? Il est de se dire, bon, posons quelques professionnels de santé dans ces lieux-là, des médecins généralistes, des soignants, des sachants, des gens qui savent très bien faire leur travail. Travaillons sur, alors on appelle ça de la télémédecine, mais c'est de la connerie la télémédecine, c'est sur de la vidéomédecine, enfin sur des cabines qui ressemblent à quelque chose. Et n'essayons pas là d'avoir toutes les compétences, c'est pas là qu'elles doivent être toutes les compétences. Essayons de construire des établissements, des gros établissements où les compétences seront là et les médecins seront à l'écoute. Où là on est sûr par contre d'avoir une vraie continuité. 3, 4, 5, 6, 7, 10 médecins digestifs, pareil pour toutes les spécialités. Public, privé, on s'en fout, c'est pas le débat. Et à ce moment-là, les avis seront éclairés, et évidemment le professionnel dira bah écoutez, oui, voilà mon avis, c'est grave. Donc l'autre sujet c'est le transport, parce qu'après, une fois qu'on a résolu à peu près le diagnostic à distance, une fois qu'on sait si on rentre chez soi, ou si on doit faire une petite radio, ou si on doit sauter dans une ambulance pour venir rapidement dans un centre qui sait à peu près opérer les gens, je pense qu'on a fait pas mal de chemin. Donc, et ce qui est très sympa, c'est que c'est les médecins aujourd'hui qui nous challengent. Et ça, c'est hyper sympa. Parce qu'on avait plus l'habitude de dire, mais... Alors, Doctolib a ouvert la voie. Doctolib a été... alors, c'est pas vraiment la petite entreprise du coin, hein, puisque Doctolib doit en être à, je sais pas, à peu près à 200 ou 300 millions d'euros de levée de fonds. Donc, c'est aujourd'hui une entreprise qui vaut à peu près 1 milliard d'euros sur la table. Donc il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en France, des entreprises qui en quelques années valent, je vous le souhaite, qui valent 1 milliard d'euros en quelques années comme ça. Ils se sont spécialisés sur la consultation. Pourquoi ça a marché? Parce que je crois que, et c'est ça qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que on sent tout de suite le donnant-donnant, on sent tout de suite l'utilité. À partir du moment où on nous a vendu des choses
qui était gazeuse, je pense que personne n'était capable d'avancer. Et là, on touche des choses où tout le monde est gagnant. Sur Doctolib, on a bien vu, je veux dire, descendre un annuaire pour rejoindre un médecin, c'est très pénible. Prendre son téléphone, alors ça couvre jamais 100% de la population, c'est pas grave. Mais effectivement, ouvrir son smartphone et avec toute l'intelligence de Doctolib qui est forcément dans les 3 premières lignes de référencement, mais ça, ils savent faire. Ça a quelque chose de génial. Doctolib vient d'ouvrir, je ne travaille pas pour Doctolib, je suis désolé, mais ça m'a quand même interpellé sur leur modèle. Le modèle est quand même assez prégnant. Et ils viennent de lancer la télémédecine. Je pense que ça va réussir, parce qu'ils ont la même façon d'aborder les choses. C'est extrêmement pragmatique, extrêmement agressif aussi. Enfin, c'est des gens qui maillent totalement le territoire français. Aujourd'hui, il y a 45 000 médecins qui ont signé chez Doctolib, dont la PHP, etc. Donc, voilà, il y a des choses très sympas et on se rend compte. Sur les maladies chroniques, c'est pareil. On est en mesure de suivre les patients à distance, chez eux, etc. On a une vraie souffrance en France, c'est la ville, c'est l'univers de la ville. Il fonctionne de façon très imperméable avec les hôpitaux, avec les cliniques. Voilà, le numérique va aussi être une solution pour qu'on apprenne à travailler ensemble. Bon, j'arrête, promis. Mais c'est vrai que je voulais juste vous donner ce ressenti d'hôpital qui est que on sent que c'est maintenant. Pendant 10 ans, on a fait des réunions en galérant avec avec nos rames et nos petits canoës pour essayer d'avancer dans le sens de la digitalisation, mais on n'y était pas. Et là, les praticiens, pour toutes sortes de raisons, sont avec nous. Donc, évidemment, vos expériences et ce que vous nous dites est au plein cœur de besoins. Et je pense que ça va marcher. Alors après, il y a la question du financement. C'est sûr qu'à un moment, il faudra en parler parce que on voit les dépendances, il y a beaucoup de sujets qui sont posés sur la table, il y a beaucoup de sujets d'innovation, il y a beaucoup de sujets incroyables. Et comment notre société, mais collectivement, c'est pas moi, je sais à peu près ce que j'ai à investir, mais comment est-ce que collectivement on va arbitrer? Je veux dire, quand une innovation de chimiothérapie apparaît et qu'on sait qu'on a un gain de chance et qu'elle n'est pas finançable par la communauté, on fait comment, etc. Donc, évidemment, nous on défend l'idée qu'il faut avancer à fond parce que c'est inaudible. C'est inaudible de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et de ne pas avancer avec elle. Mais collectivement, c'est des vraies questions qui se posent sans démagogie. Je suis désolé si j'ai été long. Non. C'est pas trop chiant. Si c'est pas trop chiant. Bon. Est-ce que quelqu'un veut le micro? Moi, je veux juste remercier le monsieur derrière qui éveille beaucoup de choses en moi par rapport à la maladie et au fait que effectivement l'histoire de l'argent, du fait qu'on n'avance pas parce qu'il n'y a pas de financement sur plein de choses, ça c'est vraiment un sujet à aborder, quoi. Parce que j'ai utilisé ce casque moi en tant que malade. Je sais pas, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut que j'en parle, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de choses dans cette société où il faut qu'on avance pour que les gens qui ont une maladie puissent vraiment être entourés, quoi, être aidés. Et que l'argent, ça soit plus le sujet principal, mais que ça soit l'art des gens, comme ce monsieur qui a inventé ça. Voilà, c'est l'art des gens et c'est plus l'argent. C'est cette société-là, il faut qu'on la bouge. Et c'est à nous de le faire, même les gens malades, quoi. Nous, on peut, en plus, on risque rien de demander. Voilà. Merci, ce que vous avez dit, ça m'a touchée.
Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste ajouter juste un mot. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on a envie d'être de plus en plus acteurs de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, donner la possibilité aux gens de choisir, si c'est une vidéo ou si c'est un univers artificiel, mais de donner la possibilité à la personne déjà de choisir, c'est comme tu disais tout à l'heure, elle se sent confiance. Et se sentir en confiance, c'est déjà presque du bien-être. Du bien-être, c'est déjà presque de la santé. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Oui, je voulais te poser une question. On a abordé beaucoup de choses sur cette technique du numérique. On est parti sur le maillage territorial. Ça fait plusieurs fois que je t'entends parler de Social Dream. Et c'est sûr que tu es sur plusieurs champs. Sur la vieillesse, sur la dépendance, sur la prise en charge de la dépendance et pour essayer de travailler sur la réminiscence des souvenirs dans le cadre de troubles cognitifs. Il y a aussi des applications en termes de pathologies neurologiques qui sont importantes. Tout à l'heure, tout ce que tu as décrit sur la mise en image et la mise en situation de personnes. La dame qui expliquait qu'au bout de la salle, il y avait un escalier. Moi, ça m'a beaucoup rappelé les thérapies comportementales, telles qu'elles ont été mises en place par Cotreau à Lyon. Et c'est une mise en image de thérapie comportementale, ce que tu fais, c'est-à-dire que tu les mets en situation et tu leur fais affronter de façon à ce qu'ils comprennent que la réalité n'est peut-être pas si terrible. Il y a des applications dans le domaine de la neurologie. Tout à l'heure, vous en avez parlé avec ces techniques de réadaptation en miroir. On essaie de leurrer le cerveau et je comprends bien quand on sait qu'on utilise à peu près 10% de ses capacités cérébrales dans le cas d'un accident vasculaire où il ne faut pas que ce soit massif. Mais s'il y a des possibilités de développement de neuroafférence et de stimuli, de chemins différents dans le cerveau, je pense que c'est une très bonne chose. Et on se rend compte, dans ce que tu décris, qu'on est sur un champ absolument gigantesque. Se pose bien évidemment la question du financement, mais ça c'est sur un autre versant. Je pense que tu feras aussi d'autres soirées là-dessus. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sent que le champ d'investigation est tellement important qu'il y a un besoin d'évaluation. Et tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait 2 doctorants qui allaient faire des évaluations de ces techniques pour les valider en se rapprochant très certainement de services hospitaliers. Je voudrais savoir, ils sont doctorants quoi? C'est des doctorants en médecine, en ingénierie informatique. C'est des gens qui sont choisis ou c'est des gens que tu souhaites recruter? Voilà, c'était un peu ma question, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors aujourd'hui, je travaille avec une ingénieure biomédicale sur le protocole de Nice, justement la marche et la VR, parce que là c'est plus technique, enfin il y a beaucoup de techniques. Pour réguler le tapis en même temps qu'on marche, pas faire tomber les gens, etc. Donc c'est assez technique. Cette stagiaire va peut-être aller vers une thèse derrière, mais qui sera plus orientée technique. Par contre, la doctorante que j'ai parlé après sur tout ce qui était problème, sur les émotions, le VR, les problèmes de réminiscence, toutes ces choses-là, là ça sera une neuropsychologue. Qui était à l'université Descartes et qui s'est proposé pour faire, qui est venu vers moi. Aujourd'hui, c'est pas du vantardi, c'est quoi que ce soit, j'ai beaucoup de candidatures par rapport à des gens qui veulent faire des thèses avec Social Dream parce que le cœur du sujet de Social Dream, c'est les émotions. Et autour des émotions, il y a plein de choses. Et c'est ça qui attire aussi les gens. Donc aujourd'hui, j'ai un éventail de professionnels qui veulent aller prouver ce qu'on fait. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on applaudisse les... Présenter pour que chacun sache qui vous êtes, et ensuite on enchaînera sur un jeu de questions-réponses de la même façon.
Bonjour, moi je suis Rayon Bénédicte, je suis ergothérapeute et voilà, moi j'ai rencontré Thierry et j'ai fait un essai avec lui la semaine dernière, donc c'est tout récent, auprès de personnes âgées en maison de retraite. Donc voilà, je travaille en maison de retraite et aussi au domicile et en gériatrie dans les deux cas, voilà, en lien avec Nathalie Liaison. Bonsoir, moi je m'appelle Sophie Grenier, je suis infirmière référente douleur, donc infirmière avec un DU dans la prise en charge de la douleur à la clinique Pasteur et à la clinique générale de l'autre côté. Et puis j'ai eu la chance déjà de rencontrer Social Dream deux fois pour les essais en chimio et au SSR et puis lors de mon comité de lutte douleur le CLUD de la semaine dernière. Et moi, c'est Marine Coat, donc je suis ergothérapeute dans le même service que Céline tout à l'heure, en SSR du coup. Et pareil, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry sur les essais au SSR le 8 mars dernier. Merci. Et du coup, on va profiter de la question. Vous pouvez peut-être reposer, parce que je crois que c'est qui peut peut-être directement, si vous voulez. Moi, je voulais dire qu'on commence à savoir à l'heure actuelle que justement la réalité virtuelle fonctionne sur la douleur chronique et quelles que soient les douleurs, que ce soit des douleurs neuropathiques, cancéreuses, tout ça. Donc je voulais savoir si justement Social Green pensait élargir aussi ce côté-là, puisque c'est quand même quelque chose de très intéressant, puisque la douleur, on le sait, est très mal prise en charge. On tend à essayer de la prendre de plus en plus en compte quand même. Personnellement, c'est un cheval de bataille et ça fait longtemps que j'y pense. Deux grands types de douleurs, effectivement, douleur nociceptive, la douleur neuropathique. 4 composantes essentielles dans la douleur. La composante comportementale, la composante cognitive, la composante affective, d'où l'utilisation de la réalité virtuelle, et la composante sensorielle et discriminative. Et à travers les films d'immersion qu'on peut proposer, il m'apparaît qu'en fait, chaque décor et chaque sujet, quand on s'intéresse à vouloir coller au plus proche de la pathologie du patient, peut s'adapter à une de ces composantes. Je voudrais tout de suite dire qu'il faut veiller à l'éligibilité du patient, c'est évident, et puis que l'accompagnement avant, pendant et après est primordial. Du coup, je suis un peu perturbée dans le sens, parce que la question arrive tout de suite, donc j'ai pu mieux la préparer. Je dirais que dans le cas que j'ai pu observer du début à la fin, en termes d'éligibilité, il a été important de mettre en confiance la personne et par quelques phrases de conversation hypnotique, d'hypnose conversationnelle, en très peu de temps, parce que de toute façon je n'avais pas énormément de temps, de la mettre en condition. Vous allez avoir un casque, vous allez avoir comme une lunette, comme quelque chose qui va peser sur votre visage. Et puis elle avait choisi le thème, donc on savait quel film allait passer. Et avec quelques phrases, imaginez le bleu, imaginez les odeurs, imaginez ce qui pourrait vous faire du bien. On allait mettre en confiance et mettre le casque. On était dans de la pathologie chronique, traumatique, quelqu'un qui avait été multi-opéré de la colonne vertébrale, donc qui était dans une chronicité de la douleur. Et il y a eu un moment d'évasion. Mais du coup, ça perturbe un peu le sens. Comment vous avez ressenti le fait que cette personne-là, elle-même ressentait moins de douleur? Comment c'est elle qui l'a exprimé? Ça a été capté? Je vais pouvoir tout de suite partager le micro parce qu'on a les mêmes réponses, mais c'est vraiment sa partie. Alors au niveau, nous de l'extérieur, on l'a vraiment vu au niveau moteur en fait. C'est une personne qui, avant le casque, avait tendance à être très renfermée sur elle-même, qui ne s'exprimait pas beaucoup avec du monde autour. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu, on a eu besoin de quelques secondes après la mise en place du casque. Et les bras se sont levés, le regard, le visage s'est tourné, et nous, on
on avait possibilité de suivre le film sur l'écran, et donc on s'est vraiment rendu compte que cette personne entrait dans cette réalité-là, en faisait sa réalité à elle pour le moment, et c'est pour le coup sorti de son corps pathologique et s'est exprimé à sa manière dans sa réalité qui est devenue la sienne à ce moment-là. Je m'excuse de la question, mais du coup, je me mets à la place de la personne qui vit ça et qui vit ça très positivement. Est-ce qu'il y a pas un risque d'addiction de dire que je veux le casque tout le temps? Je n'ai pas le casque, je veux tout le temps. Je veux vivre avec le casque. Du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, sur le côté plus une limite qui, moi, pour le coup, personnellement, en ayant vu cette patiente faire, je pense que ce serait quelque chose à travailler, oui, avec ce type de patientèle-là, parce que je pense on en tirerait énormément de bénéfices, mais il faudrait faire attention aussi au côté un petit peu plus négatif de ce casque. Comment elle était allongée? Elle était assise, elle était sur son fauteuil. On n'a pas du tout changé son environnement là pour le coup, et on l'a vraiment laissé découvrir. Donc nous, c'était la première, il me semble, cet après-midi-là, c'était la première qui essayait le casque. Donc c'est vrai que c'était aussi une découverte pour nous tous autour d'elle, mais on a vraiment été impressionnés par la rapidité dans laquelle elle s'est mise dans cette réalité-là, et le bienfait au niveau moteur, au niveau comportemental après, ouais, c'est ça. Au niveau faciès, avec tout de suite une décontraction de tous les muscles du visage, le sourire, et puis une amplitude de bras qui était effarante, et qui a mis les larmes aux yeux à l'équipe autour, à la psychomode, l'ergo, la kiné, parce que c'est des exercices qu'elle n'a pas su réaliser pendant les ateliers, les rendez-vous de l'ergo, etc. Et elle est partie dans des mouvements de bras pour suivre les dauphins, tourner la tête alors qu'elle est opérée d'une rachis cervicale et qu'elle est comme ça, et il y a eu une décontraction. Donc au niveau comportemental, ça a été l'évidence, quoi. Et la première chose qu'elle a pu dire après, c'était je ne sais jamais lâcher prise, j'ai lâché prise. Par contre, rebondir sur le côté frustrant de se dire j'ai eu l'expérience, est-ce que je vais la revoir, ça m'a fait du bien, est-ce que je vais pouvoir, et c'est difficile de dire c'était là, et après on rebondit sur l'intervention de monsieur Tiroir pour savoir pour la suite. Faut pas me redonner le micro. Non, mais je ne vais pas C'est en lien. Et du coup, il y a d'autres expériences, d'autres expérimentations qui sont prévues. Aujourd'hui, il n'y a rien de programmé, mais j'espère qu'il y aura d'autres expériences, effectivement. Parce que si on prend le cas du SSR, oui, cette dame, c'était positif. La démonstration que j'ai faite, j'en étais pas super fier non plus. Parce que sur le mouvement, sur faire des choses interactives, etc., j'avais pas les contenus qu'il fallait pour faire ces expériences-là. Donc, une marge de progression dans le choix de l'expérience. Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a fait ça très vite, le calibrage était pas mal fait, etc. Du coup, dans les mouvements, la raquette de tennis, des fois, on est un peu à l'envers. Donc voilà, c'était pas une super expérience. J'ai juste montré qu'on pouvait faire des mouvements dans l'espace, etc. Une expérience qui serait beaucoup plus intéressante, ce serait de prendre un peu plus de temps et de montrer réellement, on se définit des gestes à faire, et très simplement on fait ces gestes et on prouve qu'effectivement on peut, avec la réalité virtuelle, faire des gestes qu'on a besoin de réaliser, quoi. Voilà. Et là, du coup, on verrait un intérêt plus rééducatif. Où, nous, c'est vrai que ce jour-là, du coup, on était aussi dans le cadre d'une rééducation. Donc, sur cet après-midi-là, donc il y a eu cette patiente qui, pour le coup, les vidéos qui lui ont été proposées ont convenu tout de suite. Après, nous, du coup, on avait proposé à d'autres patients aussi. Donc, il y avait plusieurs personnes qui avaient fait un AVC, donc des pathologies neurologiques et des pathologies plus traumatiques aussi. Et donc là, nous, pour le coup, on a vu aussi un petit peu plus de limites pour l'instant, ou dans l'aspect vraiment rééducatif, où on va chercher un mouvement, où on va chercher de l'équilibre, où c'est vrai que nous, on s'était fait plein d'idées aussi à ce niveau-là. Et on a des idées, on en a discuté aussi sur des terrains qui pourraient s'envisager, sur des mises en situation, sur un environnement
qui pourrait correspondre aussi à certains patients. Mais c'est vrai que oui, cet après-midi-là, du coup, ça a été un peu notre limite à nous. La question, les patients choisissent la vidéo, choisissent leur environnement. Ils choisissent comment? Ils ont quoi pour choisir? Ils ont juste une image, et ils choisissent sur leur image, ou est-ce qu'ils vont déjà commencer à l'avoir conversationnel. Okay. Voilà. C'est par l'accompagnement humain? Est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne? Est-ce que vous voulez du sport? Est-ce que vous voulez du décor? Est-ce que vous voulez de la relaxation? Aujourd'hui, en fait, je vais moins parler de l'hôpital parce que j'ai moins intervenu, mais quand on est dans un EHPAD, ça se passe de la même façon. C'est soit ils ont un catalogue, ils choisissent, mais c'est pas ce que je préfère. Donc en général, c'est par rapport avec l'aidant, avec l'animatrice, qui nous parle du parcours de vie de la personne, et du coup, elle me donne déjà des petites choses sur la personne. Donc on commence à lancer une vidéo qui va lui correspondre à peu près, et petit à petit, je vais la mettre à la mer, par exemple. Elle a vécu au bord de la mer, je vais la remettre à la mer. Ça arrivait très souvent en plus que je la remettais dans la mer qu'elle connaissait, même à 800 km. Mais au bout de 5 minutes, la mer, ça n'a peut-être plus envie. Et du coup, j'essaie de mesurer tout le temps où est-ce qu'ils en sont. Et à un moment donné, quand je vois que ça commence à devenir lassant, etc., et ben on part sur autre chose. Toujours dans la discussion. Elle va me parler qu'elle a été avec son mari en Espagne très souvent, elle va partir en Espagne. Et puis finalement, on va rebondir sur autre chose. Et puis finalement, son mari était boulanger, je vais la mettre dans une boulangerie. Voilà, ça se passe comme ça. Donc la personne, on peut imaginer que ce film-là, cette expérience-là, elle soit faite automatiquement, en fait. En fonction de son parcours de vie, qu'on puisse presque, en temps réel, faire. Complètement. On ne sait pas beaucoup parler. Donc en fait, on travaille sur un autre projet, mais qui sera beaucoup plus long et beaucoup plus laborieux à mettre en place, mais j'y crois aussi. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi les producteurs de films, j'aurais très bien pu acheter des films. Il y a des gens qui font ça très bien sur le marché, mais aujourd'hui, en faisant toutes mes prises vidéo, aujourd'hui j'ai des milliers de prises vidéo que je peux assembler comme je veux. Donc aujourd'hui, vous allez voir des films qui sont déjà tout assemblés, mais je peux vous montrer des petits extraits de chaque pause que j'ai filmé. Le but, on va dire à 3-4 ans, parce que là c'est du lourd, c'est que la personne puisse construire sa vidéo elle-même. Donc tout à l'heure j'ai parlé du parcours de vie de la personne, ça c'est des données d'entrée de la personne. Donc ces données d'entrée sont, voilà, elle était au bord de la mer, elle a travaillé dans tel métier, etc., etc. Ça c'est les données d'entrée. Par rapport à ce qu'elle va vivre, tout à l'heure j'ai parlé de l'instrumentation du casque, par rapport à si elle a de la joie, si plutôt elle part dans l'apathie ou j'en sais rien, enfin tout ça, en fait, ces émotions qu'elle va vivre pendant l'instant, ça correspondra à des tags sur mes vidéos. Et en fait, c'est la personne qui... Des tags à des informations qui seront induites dans chaque petite bout de vidéo et par de l'intelligence artificielle. On a déjà des acteurs qui travaillent dessus, on connaît déjà les gens qui peuvent nous faire ça, qui vont travailler cette intelligence artificielle pour construire petit bout par petit bout la vidéo qui vous correspondra. Ça, c'est l'objectif final. Enfin, final. Il y aura d'autres objectifs, mais c'est un gros objectif qu'on s'est fixé et qui doit arriver d'ici au moins 3 ans. Parce que le truc, c'est que il ne suffit pas de recueillir les émotions, il faut recueillir les émotions sur un tas de gens, tester que ça se reproduira sur un tas de gens, et du coup, ça prend énormément de temps. Et il faudra recouper toutes ces informations pour pas faire n'importe quoi et prouver que ce qu'on y sort à la fin, c'est objectivement, enfin, le cahier des charges est ok, quoi. Merci. Alors, je vais un peu faire un retour aussi par rapport au choix des vidéos. C'est vrai que c'est aussi pour ça que ces vidéos, c'est accompagné toujours soit d'un professionnel ou quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir adapter cette vidéo dans ce sens-là. Alors moi, l'expérience, ça me fait un peu penser aussi à ce que disait Monsieur Rimet, de connaître leur histoire de vie pour pouvoir choisir les vidéos.
Donc là, je pense particulièrement à un monsieur qui aimait beaucoup la randonnée, les déplacements. Donc on a décidé de le mettre à la montagne. Et c'est vrai qu'on avait fait presque un peu le choix à sa place. Et donc on l'a mis par rapport à son histoire de vie. Ça lui a plu, il connaissait plein d'endroits, mais il n'a pas retrouvé exactement les sensations de la montagne qu'il connaissait, le vent, donc là ça peut être l'odeur, voilà. Et finalement, après, c'est lui qui a été force de proposition, qui a fait un choix et qui nous disait que ce qui l'intéressait, c'était plutôt de voir de nouvelles choses qu'il n'a pas connues avant, en fait. Pas forcément de remonter des souvenirs ou des choses qu'il ne pouvait plus faire, mais plutôt que ce soit l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Alors on l'a emmené à Shanghai, voilà, et là il était vraiment ravi, c'était son choix, il a adoré découvrir une nouvelle chose, voilà, donc c'était un peu pour faire lien. Voilà. Question sûrement bête, mais amener des gens dans la randonnée, faire une randonnée, il faut que l'espace physique dans lequel il est permette de le faire aussi. Est-ce qu'il y a question sûrement bête, mais amener des gens dans la randonnée, faire une randonnée, il faut que l'espace physique dans lequel il est permette de le faire aussi. Est-ce qu'il y a des configurations nécessaires à la salle? Est-ce qu'il faut qu'elle soit grande, elle soit protégée? Est-ce qu'il faut... Parce que si tout à l'heure on dit que la personne passe une marche, mais il faut que ça soit... Enfin, est-ce que la configuration physique de la salle importe ou pas? On peut le faire n'importe où, chez eux, en maison, en établissement, à l'hôpital. Alors ça, c'est deux choses complètement différentes. On peut faire deux choses complètement différentes. Si vous êtes dans de la vidéo pure et dure, comme il y a là-bas, vous vous déplacez pas. C'est moi qui vous déplace. Aujourd'hui, pourquoi ça a été fait comme ça? C'est que sur un même chemin, par exemple, je vais peut-être faire 3 prises de vue. Mais c'est moi qui vous déplace d'un point à un autre. Il n'y a pas d'effet de nausée. Il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est super important parce que c'est aussi... En fait, quand je présente mon casque, tout le monde me dit « Oh là là, ah non, moi j'ai fait Poitiers, j'ai fait... et moi, ça me fait peur. » Mais non, ça ne fait pas peur. Parce que là, on est à un endroit, c'est comme si on était assis et puis on regarde autour de nous. Donc effectivement, j'ai plusieurs vues dans mon film, mais on passe d'une vue à une autre et il n'y a pas cet effet de mouvement. Si on se déplace, comme on a pu faire à Saint-Étienne ou au Repart, ou faire du tennis un jour, là, effectivement, l'environnement, il faut qu'il soit propice. Là, il y a du déplacement, et du coup, là, il faut que ça soit maîtrisé. Aujourd'hui, par contre, ça peut se maîtriser directement dans la vidéo. On peut mettre des bornes. Dans la vidéo, il y a à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Si on va plus loin, on ne voit plus ses mains, on ne voit plus. Et du coup, ça veut dire qu'on peut sécuriser l'espace sans le sécuriser physiquement. Mais directement dans la vidéo. Ça, on peut le faire. C'est comme quand on joue... C'est ça, un périmètre, c'est comme quand on joue devant sa télé à la Wii, ça évite de taper dedans, par exemple. Là, avec le casque de réalité virtuelle, on ne se voit même pas, et donc on ne voit pas la télé. Donc voilà, il faut délimiter le parcours pour que ce soit en toute sécurité. À ce niveau-là aussi, du coup, au niveau de la sécurité de l'environnement, c'est vrai que pour avoir essayé aussi donc sur l'activité tennis, en fait, on se rend très peu compte de ce qu'on fait quand on est dans la vidéo. Et quand on enlève le casque, on est tous très surpris de là où on se trouve dans la pièce par rapport à notre point de départ. Alors que finalement, le mouvement de départ, c'était juste de bouger la main, de bouger le bras. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le corps avait bougé et qu'on s'en était pas forcément rendu compte tout de suite. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est à prendre en compte aussi de manière peut-être un petit peu plus importante et de se rendre vraiment compte du mouvement qu'on fait au final. C'est typique pour ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'expérience, ça s'est fait très rapidement et voilà. Parce que normalement, en arrivant, j'aurais dû calibrer le casque et je vous aurais fait une zone de sécurité. Vous auriez vu une zone apparaître par terre en bleu. Et du coup, chaque fois que vous sortiez de cette zone en bleu, eh bien, on se voit plus, on voit plus de vidéos et du coup, on rentre dans la zone pour continuer l'exercice. Du coup, est-ce que quand on a de douleur, est-ce que ça va l'émotion, de l'émission? Est-ce que sur le déstress, la détente, plus simplement, est-ce que vous avez pu
faire des expérimentations. Donc si ça a du lien, c'est un souci. Ça a forcément du lien sur la relaxation, sur la respiration, qui est plus calme, voire qui s'accélère et qui redevient calme, ce qui veut dire qu'il y a une totale osmose entre le film qui se passe et le patient qui reçoit le film et qui est en immersion comme il faut, quoi. Dans la nage avec les dauphins, c'est limite si par moment il n'y avait pas sa respiration qui elle repartait, et puis donc on vit et on voit très bien ce que la personne vit, et en plus on avait le loisir à ce moment-là de regarder aussi le film, donc on savait où elle en était dans les mouvements. En termes d'association avec la respiration abdominale, l'écoute active, parce que où on va laisser le patient seul avec son film s'il est bien, si ce filmement est tout à fait positif et il ne faut pas intervenir, ou alors on peut faire de l'écoute active pour faire participer encore plus et avoir un recueil d'informations et d'émotions. L'hypnose conversationnelle, je pense aussi, elle peut tout à fait s'adapter à certains moments, à certains parcours, de ce soin, qui est une façon de prendre soin. Je pense qu'il y a beaucoup de toutes ces nouvelles méthodes non médicamenteuses, donc sans effet secondaire, qui sont sans effet secondaire médicamenteux. Oui, docteur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prise en charge de la douleur? Justement, est-ce que vous avez remarqué peut-être une iatrogénie de la réalité virtuelle, c'est même certain. Il y a une iatrogénie, évidemment, mais ce sont deux iatrogénies différentes. Justement, par rapport à la douleur, vous parlez toujours de la rééducation. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la douleur, est-ce que vous avez remarqué justement que la douleur diminue chez le patient qui est douloureux chronique? C'est surtout ça là-dessus où mon point de vue était là. Alors, pour essayer d'être précise dans votre réponse, la semaine dernière, j'étais à un congrès de l'AFIC, l'Association française des infirmières en cancérologie, avec plusieurs dossiers qui ont été déposés de recherche en clinique infirmière pour gagner une bourse, pour gagner un prix. Le prix a été remporté par une équipe parisienne, je ne sais plus quel établissement, sur l'évaluation de l'efficacité de l'utilisation des lunettes de réalité virtuelle sur la prise en charge de la douleur des gestes de soins invasifs chez les patients adultes en cancérologie. Donc là, je ne peux pas vous donner, j'ai pas étudié ni vu littérature sur les résultats de cotation de douleur, quelle que soit l'échelle d'évaluation, j'ai pas là. Mais je sais qu'il y a eu des études de fait. Et entre autres, ce prix a été remis à une équipe qui a fait une recherche précise. C'est-à-dire son échelle d'évaluation, c'est la même que nous avons ici dans l'établissement, hein, l'ENS, de 0 à 10, évaluez votre douleur. Et ce sont des patients en douleur chronique, donc de prise en charge pour des douleurs du cancer, lors des soins invasifs, c'est-à-dire des poses d'aiguilles de Huber, des ponctions, quelle que soit la ponction. Et là, l'échelle a été mesurée, a été quantifiée, et il y a eu un rendu tout à fait positif. Et justement, moi, la question, c'est ça, est-ce que vous aimeriez justement étendre pour pouvoir faire, pour voir si votre casque jouait sur la diminution de la douleur chez des patients chroniques, puisqu'il y a certaines maladies, pathologies, où les médicaments ne servent à rien du tout, et on le sait, il y a des retours, on le sait pertinemment sur des maladies, mais justement, avec ces patients-là, c'est le gros point d'interrogation, et on leur apporte rien comme solution. Donc moi, ma question, voilà, c'était juste ça, savoir, puisque la douleur, c'est quelque chose qui me tient à cœur, Alors moi, pour répondre clairement à votre question, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, forcément. Si on peut éviter la douleur grâce à des images, je pense qu'on aura fait un grand pas. Aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai lu en publication sur la douleur, je ne suis pas aussi précis que vous sur la douleur, je suis technicien à la base, mais tout ce que j'ai pu lire, en fait, ils disent tous
qu'aujourd'hui, oui, la réalité virtuelle fait des choses. Pas mieux, pas pire que d'autres solutions. Après, comme je disais tout à l'heure, ça dépend. Enfin, la base, c'est le contenu. C'est le contenu de ce qu'on va mettre dans le casque. Aujourd'hui, les études qui ont été faites, ils ont été faites essentiellement avec des univers virtuels, imaginaires, etc. Sur la vidéo pure 360, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, il n'existe presque rien sur le sujet. Il y a eu des choses de fait là, qui ressemblent. C'est des univers qui ont été scannés. Donc là, c'est une autre façon de faire. On peut faire de la 3D. On met un scan au milieu de la pièce qui va balayer avec un rayon laser, qui va faire des petits points partout. Ça va être maillé et on a un univers 3D qui va ressembler parce que du coup, ce laser, il va. On va reparler de ma page. On récupère des photos et on colorie des points. Et du coup, on a l'impression d'être dans un univers vrai sans qu'il le soit vraiment. Je pense qu'il y a des choses à refaire. Il y a des choses, des publications. Moi, en tout cas, je me battrais pour aller vers des univers comme ça. Parce qu'il y a tout à revoir. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Mais il faut vérifier. Et moi, je pense que d'être dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est autre chose et c'est des choses qu'on vérifiera au fil du temps. Quand je parle de vérification, de preuves scientifiques, aujourd'hui, comment j'ai fonctionné depuis le départ, c'est que j'ai rencontré des gens très très bien, qui m'ont aidé, épaulé, et tenu la main pour monter des programmes, des protocoles. Donc aujourd'hui, je ne fonctionne pas tout seul. Je ne fonctionne qu'avec des spécialistes qui m'aident à monter des programmes de recherche parce qu'il y a un besoin et puis qu'eux sont spécialistes. Moi, en gros, j'ai passé 25 ans dans l'industrie. Je suis un technicien, un ingénieur, mécanicien d'ailleurs. J'ai pas la prétention de remplacer un médecin. Aujourd'hui, c'est les médecins qui me disent ce qu'ils veulent pour travailler et pour essayer de trouver des nouvelles méthodes. Donc, c'est ce que je leur apporte. Donc, typiquement sur la douleur, des spécialistes sont approchés de moi, on se met autour d'une table, on essaie de réfléchir à comment on peut monter un programme, un protocole, faire des tests cliniques, etc. Et on y va. Peut-être pas travailler avec des médecins, travailler aussi avec... Aussi. Ça peut être des associations qui travaillent aussi avec la douleur, etc. Mais aussi, il faut aussi, à un moment donné, pour que ce soit reconnu, il faut aussi passer par un hôpital qui va certifier qu'au niveau de la santé, ça fait quelque chose aussi. Donc, il faut couper, il faut mélanger. On est tous complémentaires, que ce soit le soignant, l'infirmière, tout ça, on est tous complémentaires avec les médecins. Complètement. Ah bah oui, on est ça. Travailler en complémentarité, et non pas, les uns contre les autres, quoi. Non, mais aujourd'hui, moi, sur des exemples précis que je travaille en ce moment, c'est pas que les médecins. Hein. J'ai des infirmières, on est en train de faire des tests, là c'est pour la gériatrie, au CHU de Nice, j'y vais le mois prochain. Il y aura des médecins, il y aura des animatrices, il y aura des infirmières, il y aura tout le panel des gens qui s'occupent des personnes âgées dans la vie courante. Non, parce que il y a le ressenti aussi des personnes qui sont tous les jours avec leurs patients qu'il faut prendre en compte. Donc. Et comme on parle des patients, on parle beaucoup des professionnels qui sont concernés, l'ensemble des professionnels, mais il y a aussi des patients qui sont dans la boucle. Une fois, je donne la parole à quelqu'un qui justement qui est patient, qui peut-être, qui apparemment a testé cette solution et qui peut-être que vous pouvez nous dire votre retour d'expérience, comment vous l'avez vécu vous, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, comment vous l'avez vécu? Alors déjà pour la petite histoire, j'ai fêté mes 50 ans le 8 mars et mes enfants m'ont offert un casque virtuel. J'avais déjà dit ça plusieurs fois, j'aurais dit pour mes 50 ans j'aimerais bien voir ça. Et puis il se trouve que Marie, qui s'occupe de la Ligue, m'a proposé de faire partie du test. Et ça tombait vraiment bien parce que j'ai dit je suis en plein dedans. Voilà. Et donc j'ai pu expérimenter et j'ai choisi les dauphins parce que j'adore le milieu aquatique. Alors, déjà le test il est génial parce que je me suis sentie vraiment comme si j'étais avec les dauphins. J'ai eu même envie de les toucher, j'ai touché le mur, mais c'était vraiment fabuleux. En plus, j'avais fait un voyage l'année dernière avec les dauphins et ça m'a remis
ça m'a réimmergée dans le voyage et c'était vraiment fabuleux pour moi. C'était pendant qu'on m'injectait la chimio, donc ça a été un petit peu difficile pour moi d'être en même temps avec les infirmières et en même temps le casque. Donc il y a peut-être à ajuster le moment où on met le casque, le moment où on nous injecte. Moi j'avais besoin d'avoir un contrôle quand même sur la réalité, au moins au moment où on me dit vous êtes bien Sandrine Amann et le produit qu'on me donne, parce qu'en fait si on met le casque en même temps, il y a pas possibilité de faire les deux en même temps, quoi. On me parle mais moi j'entends plus parce que je suis dans l'immersion, c'est vrai. Donc ça, je pense que le fait d'avoir une animatrice qui s'occupe de ça, qui est un peu professionnelle, c'est intéressant parce que sinon on est complètement déconnecté et en même temps connecté. Enfin, c'est difficile d'associer les deux, la réalité de l'injection et du milieu médical et être avec les dauphins, quoi. Le cerveau, il sait plus trop où il en est. Voilà. Et au niveau de la sensation de douleur, effectivement, moi, j'ai même pas senti quand on m'a mis la piqûre. Le produit, j'en avais plus rien à faire. Ils pouvaient me mettre ce qu'ils voulaient. J'ai été complètement dans le monde des dauphins. Et donc, on a pris ma tension avant et après. Et j'avais beaucoup moins de tension. On m'a mesuré aussi les battements du cœur. Mon cœur battait très doucement. Enfin, c'était relaxant, quoi. Très relaxant. Je sais pas si j'avais plein d'autres choses, mais ouais, enfin, c'est le lâcher prise. J'ai un peu noté tout ça. L'addiction, vous parliez d'addiction, je pense qu'on peut devenir addict facilement. Vous voulez renager ? Oui, je crois que je peux y retourner quand je veux. Et en même temps, je me dis que bon, bah maintenant j'ai le casque, mais il faut que le téléphone marche avec, et il n'a pas de gyroscope. Donc mon fils m'a dit, je t'ai fait un cadeau empoisonné. Il faut que tu achètes le téléphone qui va bien. Bon, c'est pas grave, ça va se faire. Ouais, au niveau addiction, moi je pense que le cerveau, enfin mon cerveau, il a enregistré, ce qui fait que je peux me remettre aussi à penser que j'avais le casque. C'est-à-dire que dans la mémoire, c'est enregistré. Du coup, si je repense au dauphin, j'ai même pas besoin du casque, quoi. Mais réminiscences, en fait. Voilà, réminiscence, mais aussi grâce au casque. On peut après, on a envie d'y retourner, ça c'est sûr. Hein. Je veux dire, si. Alors il y a aussi une chose, c'est que moi j'ai un cancer métastasé depuis 9 ans bientôt, donc je me défends, enfin je suis une vraie battante. Et j'en ai marre des chimios. Les chimios, c'est jusque-là. Et j'attends l'immunothérapie avec impatience. Il y a des essais cliniques, j'espère pouvoir y rentrer. Parce que j'ai dit stop aux chimios. Et donc, la dernière que j'ai fait, c'est le 1er mars. Et je comptais pas y aller parce que j'en avais déjà marre. Mais on m'a proposé le casque. Ce qui fait que j'avais la carotte pour avancer. Du coup, j'y suis allée quand même, parce que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse l'expérience et pouvoir la partager, parce que avec cette maladie qui dure et que j'arrive pas à stopper pour l'instant, il fallait que je donne un sens à ce qui m'arrive. Et ce sens-là, c'est de pouvoir témoigner, pouvoir travailler avec les médecins, avec les infirmières de la douleur, être avec les autres patients, parce qu'on était 2 dans la chambre. Donc avec l'autre patiente, elle a choisi la montagne, totalement différente de moi, et échanger. Et du coup, la maladie n'a plus la première place. On lui fout un coup de pied au cul à la maladie, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et toute l'équipe est d'accord, et il y a une émulsion de tout ça, et même les infirmières, elles ont voulu essayer parce qu'elles nous voyaient tellement heureuses que oh ben non, on voudrait bien essayer aussi. Du coup, elles ont essayé. Alors il y en a une, elle choisit le parachute, et puis l'autre les montagnes russes parce qu'elles avaient envie de sensations. Voilà. Mais je pense que c'est important. Je pense que ça peut apporter déjà en antidouleur, en relation humaine, parce que il y a un échange joyeux alors qu'on est dans un milieu pas joyeux.
Et tout le monde, du coup, ça a fait vraiment quelque chose de très intéressant. Et je pense que le cerveau est vraiment leurré, quoi. Il a vraiment voyagé. Je vous invite à l'essayer parce que c'est vraiment fabuleux, quoi. Voilà. Donc, bon, il y a plein de choses à dire, mais vraiment, je suis heureuse de pouvoir être actrice de mon chemin de guérison, j'espère. Mais en tout cas, c'est une belle aventure et j'ai envie de partager ça, quoi. Et merci de me faire témoigner. Vous avez dit, j'aurais bien touché, j'ai touché la table où je serais pas. On peut aller plus loin, on peut faire de l'immersion haptique. Chez les dauphins ? Ma première société s'appelle 3D No Limit. Donc voilà, c'est la suite. Mais oui, on peut aller plus loin, on peut faire du toucher, on peut faire... les odeurs, c'est en cours. C'est en cours, c'est avec l'INSEAD Toulouse. On travaille avec un laboratoire qui est en train de développer les odeurs. Enfin, une façon de... Je prends les CV après. Non, en fait, on veut offrir un maximum de sens. Donc les odeurs, et notamment pour les problèmes cognitifs, on sait très bien que les odeurs, au niveau de la mémoire, on est beaucoup plus réceptif à une odeur qu'à une image. Moi, je pense que les deux réunis peuvent bluffer. Mais du coup, les odeurs, oui, c'est quelque chose qu'on travaille pour offrir concrètement, je ne vais pas tout vous dire, parce que c'est peut-être un futur brevet, mais on va envoyer quelques particules, quelques molécules d'odeur qui seront quantifiées pour juste avoir une sensation de l'odeur que vous verrez. Ni plus ni moins, parce qu'on veut pouvoir mettre plusieurs odeurs aussi dans le même film. Donc c'est vraiment une étincelle d'odeur. Du coup, je ne me rappelle plus la question de départ. Oui, alors le toucher, il y a plusieurs façons de faire. Soit on est dans la réalité virtuelle pure et du coup on va toucher des choses, etc. C'est un univers 3D avec des capteurs, des gants, maintenant ça se fait plein de choses. Mais il y a moyen aussi de faire différemment et d'avoir encore plus de sensations. Les poissons, les voir encore plus près de vous et presque vous frôler les jambes. C'est après, là c'est on va dire que c'est une bulle en 3D, vos deux yeux, vous voyez une bulle. On peut aller plus loin que ça et faire du stéréoscopique, donc là je rentre un peu dans le détail, mais du coup avec le stéréoscopique, c'est deux images différentes, du même contenu, hein, mais vos yeux ne vont pas le percevoir en même temps de la même façon. Et du coup on croise ces images et vous allez avoir une autre sensation de profondeur encore plus bluffante. Donc là le poisson que vous voyez devant vous assez lointain, là il passera sur vos genoux, quoi. Donc ça, c'est dans le tuyau aussi. Et avec d'autres caméras, etc., beaucoup plus coûteuses aussi. Voilà. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais... C'est les questions auprès des intervenants, auprès de madame. Vous avez des questions? Moi j'en ai une. Combien ça coûte? Ça dépend. Le modèle, il a changé, c'est qu'au départ, on faisait de la prestation en EHPAD. Ça a commencé à 600 € jusqu'à 450 € l'après-midi pour 15 à 20 personnes, etc. Là, c'est les prix officiels que je pratique aujourd'hui. En EHPAD, quand on fait une vraie prestation. Mais ce modèle-là ne peut pas marcher en hôpital, en clinique, pour des thérapeutes, parce que je ne vais pas être là tous les jours pour tenir la main des patients, ou des médecins, ou des infirmières, etc. Donc on est parti sur un autre modèle, plus spécifique pour la corde médicale, où là, c'est l'abonnement de vidéo personnalisé. Donc vous choisissez, on discute de votre vidéo, de votre besoin, etc. On vous la construit et après on vous la loue. Aujourd'hui, j'ai 90 vidéos. Mais vidéo, pas interactive. Et puis, donc aujourd'hui, on fait de la location, on fait de la vente, parce que aussi dans les hôpitaux, maintenant je sais un peu comment ça fonctionne. Vous disiez, monsieur Tiroir, tout à l'heure qu'il y a des problèmes de fonds, de financement, et du coup, des fois vous répondez des appels à projets pour un type de projet,
pour du matériel, pour un tas de choses, et du coup, vous avez une enveloppe. Et cette enveloppe, il faut la dépenser, il faut acheter quoi. Donc, la plupart du temps, on me demande de faire un devis pour l'achat du matériel, l'achat de certaines vidéos, pour que ça rentre dans l'enveloppe à financer quoi. Ou alors, c'est du matériel acheté, ou en location, ou de la vidéo en location, ou acheté. Enfin, La dame, ça coûte combien ce qu'il vous a offert au-dessus? Elle ne m'a pas dit le prix. Vous avez du casque. C'est un cadeau. C'était cadeau. À la FNAC, ouais, il y a je crois entre 25 et 300, 400 euros. Le casque qui est ici, là, il vaut aux alentours de 500 euros. Il a été beaucoup plus cher que ça. Avec votre téléphone, c'est un casque qui vaut, le truc, ça vaut 20 euros. À 20 euros, vous avez déjà un truc pour mettre votre téléphone dedans. Alors, simplement, il n'y a pas que de l'addiction, il y a aussi des problèmes de vue. Parce qu'un téléphone, c'est plein de LED. Enfin, c'est plein. Et du coup, si vous passez 20 minutes sur mon casque, c'est la limite que je m'impose. Sur votre téléphone, moi je vous dirais, au bout de 3-4 minutes, il faut vite arrêter. Parce qu'à bout d'un moment, vos yeux vont plus suivre. Parce que c'est pas fait pour. Là, c'est comme si vous regardiez un écran de télé juste au rang, et vos yeux ne vont pas tenir. Donc, c'est pour ça que sur la réalité virtuelle, il y a plein de précautions à prendre. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est pour ça aussi que, je ne vais pas parler de mes potentiels concurrents, mais il y a des gens qui ont commencé comme ça. Ils ont fait ça avec des téléphones. Ils ont été dans les... Alors, des gens très bien, qui ont maintenant une réputation, qui ont fait du bon boulot sur la phobie. C'était le début de tout ça, c'était avec les téléphones. Et aujourd'hui, très honnêtement, quand j'arrive avec ce modèle-là, j'étais avec une psychologue à Marseille, mon concurrent est tout proche, ils ont essayé les deux techniques, voilà, ils ne viendront pas sur la technique de mon concurrent, parce que c'est pas du tout les mêmes méthodes, c'est pas du tout le même contenu, c'est pas adapté. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je reviens à la question, peut-être du coût du matériel. En fait, maintenant ton modèle aujourd'hui, c'est plutôt de vendre du service. Oui, c'est du service, c'est de la personnalisation. Oui, oui, des formules personnelles quand on loue, quand on... Des formations prévues pour, par exemple, les ergots, les psychomates, est-ce que je pourrais se former? De toute façon, quand on donne du matériel à un hôpital ou une clinique ou à un thérapeute, on vend aussi de la formation, enfin un accompagnement. Moi, je ne vends pas que de la formation, parce que la formation, elle est très rapide. Elle est très rapide dans le sens qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé du matériel, c'était Mégane, je crois, qui a parlé du matériel, qu'il fallait qu'il soit vite mis en place, etc. C'était pas très compliqué, mais bon, là, vous allez voir, c'est un portable. Il faut brancher quand même des USB, des HDMI, etc. Moi, j'en voulais pas pour les hôpitaux. Aujourd'hui, si on travaille ensemble avec le groupe Ramsey, vous aurez des mallettes. Les mallettes, aujourd'hui, vous pouvez vous promener d'une chambre à l'autre avec la mallette. Vous ouvrez la mallette, vous avez l'écran intégré, le bouton, vous n'avez qu'un bouton, marche arrêt. Vous mettez le casque et vous êtes en réalité virtuelle. Justement, parce que je pense bien qu'aujourd'hui, les infirmières et les médecins ont autre chose à faire que de débrancher le matériel et pas passer leur temps à ça. Donc on a voulu en faire aussi un outil qui était rapide et confortable. Donc aujourd'hui, c'est une mallette qu'on peut transporter, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il vous plaît, je n'ai pas une question, j'ai le témoignage de la patiente qui était avec Sandrine dans la même chambre, si vous voulez que je le lise. La curiosité, l'envie d'expérimenter facilite la cure en amont, dans la mesure où il y a moins de cogitation sur les effets à venir après la cure. À la première cure, je n'avais quasi aucune appréhension et ne m'attendais pas du tout aux effets secondaires que j'ai eus dans la soirée. Ensuite, j'ai passé toute la matinée de ma deuxième cure à pleurer. Sans doute le relâchement, la fatigue aussi. Simplement pas l'envie de renouveler le vécu de la première cure. Si bien que pour cette expérience de réalité virtuelle, lorsque je me suis rendue à la clinique, c'était plutôt le sourire aux lèvres. Lorsqu'on m'a proposé d'expérimenter cela, j'ai tout de suite été partante.
Pendant le trajet de chez moi à la clinique, trajet d'1 heure, j'ai davantage pensé à ce que l'expérience pourrait être plutôt qu'à la cure que j'allais recevoir. Une fois le masque sur les yeux, nous sommes projetés dans un monde autre que celui de la clinique et des soins. J'ai eu la chance, pour ma première balade virtuelle, d'aller dans le massif des Écrins, près du refuge de la Pilate, en face du glacier des Bancs, et reconnaître ce lieu qui m'avait imprégné lorsque j'y étais réellement. Tout simplement magnifique. À l'époque où je m'étais rendue sur ce site, je n'avais pas pu faire le sommet. Et ce que la réalité virtuelle permet est grandiose. J'ai pu poser le pied sur le sommet. L'impression d'y être est bien réelle. J'ai pu aussi redécouvrir le massif du Mont Blanc, sur la descente du lac, au-dessus de Chamonix. Sans doute que les plans en mouvement sont plus difficiles à assimiler que les plans fixes, car sur ce genre de mouvement, ils peuvent donner le vertige, notamment lors de la descente en télésiège. La hauteur, lorsque nous baissons la tête car les pieds sont au-dessus du sol. Le mouvement, déjà donné par l'image en mouvement. Et le fait que nous puissions déplacer notre regard, droite, gauche, bas, haut, arrière, devant. Cela a été tout à fait différent pour Venise, où les déplacements étaient doux, où la sensation de flottement sur la place Saint-Marc était plus légère, due au film réalisé en drone. Quel privilège de survoler la foule sur place ou de se déplacer sur les canaux. Cela m'a permis aussi de découvrir un endroit où je n'étais jamais allée, au Canada, avec ses sculptures de glace. Ce qui est étonnant avec ce système est le fait de se déplacer sans réellement bouger et d'avoir la sensation de pouvoir toucher, atteindre les objets, de faire corps avec l'espace que nous voyons et qui nous entoure. Cette sensation est celle que nous avons lorsque nous faisons de la plongée réellement. Le corps est en apesanteur et le regard suit le mouvement plus lent que nous accorde le milieu aquatique. Je dirais que les sensations les plus bluffantes avec la réalité virtuelle sont celles de la plongée justement, car ce sont celles qui se rapprochent le plus de la réalité. L'approche montagne est différente car la notion d'effort pendant la marche est absente. Les effets secondaires post-cure restent malheureusement inchangés, mais le fait d'être quasiment en attente de l'expérience et l'expérience elle-même ont un effet positif sur le mental, le bien-être, sur les moments précédents et pendant la cure. Je voulais juste rajouter un petit mot, parce qu'en fait, la chimio, enfin les deux expériences qu'on a pu faire, hein, donc ça je remercie Laetitia qui est derrière, c'était elle qui était présente ce jour-là. Et enfin moi perso, peut-être plus Laetitia, mais j'avais jamais assisté à une chimio, donc je ne savais pas du tout comment ça se passait non plus. Quand vous disiez tout à l'heure, voilà, continuer être acteur, pouvoir dire mon nom, pouvoir voir quel produit on injecte, etc. Ça, c'est typiquement complètement réalisable et c'est un protocole en fait. C'est un protocole à mettre en place quand on met le produit, il y a tant de temps où il n'y a pas de réalité virtuelle. Donc ça s'adapte très très facilement. On s'adapte par rapport à ce que les gens, enfin par rapport à ce que les thérapeutes font, quoi. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Après, effectivement, sur les vidéos, après, le contenu vidéo, à mon avis, est très très important. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a peut-être pas pensé, la descente en télésiège, même si ça bouge pas beaucoup, il y a quand même une sensation de vide, etc. Et du coup, donc là, il faut être très vigilant sur les vidéos qu'on fasse. Et puis, c'est les choses qu'on a parlé aussi avec la psychologue Sophie Lantôme, je crois. Donc, sur la gestion de l'après. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous avez dit, parce que justement, vous disiez, il suffit des fois de repenser au dauphin pour que ça ne va pas du bien-être. Eh ben, c'est justement là-dessus qu'on veut aller. C'est que, on parlait de l'effet de malédiction, je ne pense pas qu'il faut le faire très très souvent. Il ne faut pas relever l'expérience tout le temps, parce que c'est pas là où on aura le bénéfice. C'est de le mettre une fois et que ça
le cerveau il continue à travailler avec un certain temps. C'est comme un ancrage en fait. Complètement. C'est que on s'en rappelle et puis du coup ça permet aussi de se raccrocher à quelque chose et de dire voilà, pendant ce moment-là, j'étais bien, je repense à ce moment pour être encore bien. Et c'est typiquement là-dessus qu'on travaille. C'est l'après. Et ça c'est ce qu'on j'espère pouvoir travailler, que Sophie l'entoure aussi. Voilà. Vous parlez de l'après, mais pour avoir vu Sandrine et Laurence qui ont témoigné avant, rien que de savoir, mais quand on a vu, Laurence est là pour témoigner aussi, quand on a vu leur regard et leur enthousiasme, rien que de savoir qu'elles allaient avoir ça. Donc il y a l'avant aussi qui est vraiment positif, il n'y a pas que l'après. Et l'après, effectivement, elle nous raconte tout ce qu'elle revit, on le revit avec elle, on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Donc c'est assez magique quand même de les entendre. Et j'aimerais insister quand même sur l'atterrissage, j'appelle ça un peu l'atterrissage. Et je pense qu'il y a du travail chez nous à ce niveau-là. Parce que c'est vous l'avez vu, hein, c'est un lieu qui n'est pas forcément hostile, mais qui n'est pas forcément très agréable. Et là, il faut travailler là-dessus, je crois. Ça n'empêche pas les effets secondaires, malheureusement, sur le corps. Ça ne nous a pas amélioré ça. Bon, peut-être qu'il faut faire plus de films. Peut-être un film qui est magique. Mais bon. En fait, il faudrait peut-être, sans plaisanter là cette fois, il faudrait peut-être essayer à la maison aussi, pour voir si, au lieu de le faire pendant la chimio, le faire après pour voir si les effets secondaires seraient atténués, si on le fait pendant qu'il y a les effets secondaires. Et là, c'est sérieux. Hein. Mais là, c'est encore plus compliqué parce que ça, c'est vraiment, ce côté accompagnement quand je parle depuis le début, le faire vous, toute seule chez vous, ça, il y a un peu de gros risque. Parce que du coup, vous n'êtes pas encadré et vous avez peut-être passé plus de temps qu'il faut, vous allez peut-être le faire plusieurs fois. Et du coup, ça peut devenir complètement néfaste. Et ça peut devenir justement addictif, etc. Donc, à la maison, oui, mais pas seul. Quoi. Voilà. Justement, là, actuellement, je suis en HAD, donc il faudrait voir avec supervision à domicile s'ils peuvent tester le produit en allant chez les gens. Voilà. Je les connais, c'est ceux de Cré, donc je vais faire le lien. Moi, je suis devenu addictif de ce que j'offre. Voilà. C'est un peu ça, parce que ça a commencé comme ça, et quand on redonne le sourire à des gens qui arrivent, moi j'ai mis des gens qui espèrent plus grand-chose de la vie, on va dire. C'est malheureux de le dire, mais c'est un peu ça, en EHPAD, qui sont enfermés depuis et qui, on leur dit, voilà, vous voulez que je vous emmène en voyage, et qui me disent, oui, pourquoi pas. De toute façon, j'ai rien à faire. Et puis finalement, quand on arrive à leur décrocher 2-3 mots qui ne parlaient pas au départ, et puis quand on arrive à se mettre dans le jeu, etc., et puis quand on part, qu'on ait une discussion, et puis qu'ils veulent réessayer une deuxième fois, une troisième fois, je me dis qu'on a gagné quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'essaye de vendre. Voilà. Je trouve que c'est une belle conclusion, avant de pouvoir aller tester pour de vrai quand même. Bravo.